Merci beaucoup. Euh, En fait, je m'aperçois que je suis le premier à devoir présenter une expérience, je dirais, locale. Et donc, à ce niveau-là, il y a un changement de registre un peu qui doit s'opérer, autant pour moi que pour vous. Je voudrais d'abord... oui, j'oubliais, mais là, il y a... Oui, c'est... Non, il ne veut pas. Bon, merci. D'abord, je voudrais remercier en fait les organisateurs de l'événement de nous permettre, ou en tout cas de penser que l'expérience québécoise en termes de développement de la formation professionnelle et technique est suffisamment intéressante, pertinente, voire originale pour éclairer à la fois l'action publique en éducation et en formation professionnelle en France, mais aussi d'éclairer dans une perspective un peu plus comparative. La question qui se pose quand on a à présenter en fait un système éducatif et l'expérience d'un système éducatif, c'est comment présenter en fait les grandes lignes d'un système de formation professionnelle et technique sans se perdre dans les méandres de son organisation, genre expliquer un schéma comme ça. Vous avez compris que si on s'installe sur ce genre de registre, on n'a pas fini pour après-midi, donc on va oublier. On peut aussi tomber dans l'apologie du système. On peut aussi finalement croire que entre des sociétés, on se comprend parce qu'on utilise les mêmes mots. Je vais donner un exemple. On utilise au Québec le mot collège. Vous avez le collège unique, et pourtant, c'est deux réalités complètement différentes. Chez nous, on entre au collège après être allé au lycée. Il faut faire une inversion, en quelque sorte, des parcours étudiants pour comprendre ce qu'est le collège ou ce que je vais dire, ou aussi parler de cégep, qui est le collège d'enseignement professionnel et général et professionnel. Donc, et où est fondamentalement la formation technique. Voilà donc, ou bien je pourrais aussi vous assommer ou vous noyer dans une marée de chiffres et de statistiques. J'ai plutôt opté, pour éviter tous les problèmes des démarches précédentes, de faire une démarche historique, rappelant en quelque sorte les grandes lignes du développement de la formation professionnelle et technique entre deux moments fort différents, associés aussi à des moments, à des évolutions de l'économie et à l'évolution des politiques. Et par la suite, de décrire certaines tendances ou dynamiques globales qui ont marqué l'évolution de ce secteur de l'éducation, entre autres une tendance qui est plus marquée pour les cégeps, ce qui rejoint un peu ce qui est présenté là, dans les documents de préparation du congrès. L'autre élément aussi qu'il faut rappeler, et c'est important, quand on étudie l'éducation au Canada, on est automatiquement dans une situation de relation et de comparaison internationale. Il existe au Canada 13 systèmes éducatifs. C'est moins qu'aux États-Unis ou en Suisse, mais c'est quand même beaucoup. Et il existe aussi des options politiques et des régimes politiques relativement différents d'une province à l'autre. Et dans ce sens-là, on est comme les gens qui font de la comparaison internationale en Europe ou ailleurs. Non. Bon, cette histoire de la formation professionnelle et technique, c'est une histoire en deux temps. De 1960 à grosso modo 1985, on assiste à une intégration de la formation professionnelle et technique dans le système éducatif avec comme objectif la démocratisation des études. Le Québec est en train de construire un État-providence dans une situation d'économie de croissance. Là-dessus, on est comme de nombreuses sociétés à cette époque-là. On veut faire de la formation professionnelle et technique une voie de formation à part entière, mais on va, pendant cette période, avoir un effet inattendu qui est l'abandon de la formation professionnelle par les jeunes. À partir des années 85, on assiste à ce qu'on pourrait appeler un mouvement de professionnalisation de la formation professionnelle et technique, avec, dans une situation de crise économique, une situation où l'État, tant au fédéral qu'au provincial,
visent par leur action à un retour à une croissance économique stable et veulent en quelque sorte favoriser en même temps l'adaptation aux changements technologiques et organisationnels dans les entreprises. On veut revaloriser la formation professionnelle auprès des jeunes, revaloriser la formation professionnelle et technique auprès des employeurs, et on cherche à avoir une mobilisation accrue des acteurs économiques face à ces enjeux de formation. Premier moment, donc, ce que j'ai appelé l'intégration, c'est un moment où on cherche d'une part une certaine forme de décloisonnement social de la formation professionnelle et technique par la démocratisation géographique des institutions d'enseignement et par une démocratisation socio-économique visant l'égalité d'accès des femmes à l'éducation et des francophones, ce qu'on appelait à l'époque les Canadiens français, qui étaient globalement au Québec et au Canada dans une situation de situation relativement problématique. Donc, on est dans une logique de volonté de mobilité sociale et économique. Le décloisonnement se veut intellectuel dans la mesure où on veut, et vous allez voir que le programme est un programme lourd, on veut rompre avec la division des savoirs entre savoir théorique et savoir pratique. Ce faisant, en égalisant en quelque sorte les statuts des différents types de savoirs, on veut en quelque sorte favoriser le fait que des enfants de plombiers deviennent médecins et que des enfants de médecins deviennent plombiers. Troisième décloisonnement au plan organisationnel, c'est que les écoles techniques et les écoles de métiers sont intégrées au système éducatif et sont intégrées aux institutions scolaires. Donc, alors que dans les années 50, ces écoles-là étaient complètement séparées du système scolaire. Une autre caractéristique des réformes de l'époque, c'est de s'intéresser autant à la formation des jeunes qu'à la formation des adultes. Concrètement, au secondaire, on a implanté dans les écoles secondaires la formation professionnelle, en distinguant d'une part la formation professionnelle pour les jeunes en formation initiale et la formation professionnelle pour les adultes en retour aux études pour la plupart. On a développé comme mode d'intervention la formation créditée. Bien sûr, il y a une hiérarchie des programmes qui existe, hiérarchie explicite et implicite, mais en quelque part, le fondement est autour de la formation créditée. Dans les cégeps, on a intégré les écoles techniques qui sont devenues des départements de formation technique et on a aussi développé de la formation créditée de jour et de soir à travers la formation continue. Il est arrivé au cours du temps un effet complètement inattendu que cette courbe montre de façon très éloquente. Je vous regardez la courbe bleue. Grosso modo, entre 1975 et 1991, vous voyez une chute importante de la présence des effectifs jeunes dans la formation professionnelle au niveau secondaire. On assiste en fait à cette époque à une désaffection des jeunes face à la formation professionnelle, désaffection qui résulte probablement de deux tendances: la croissance des aspirations scolaires que permet l'accès au cégep et à l'université, qui est facilité, d'une part, et la dévalorisation de la formation professionnelle, identifiée à des programmes de formation courte destinés aux jeunes qui sont en très forte difficulté scolaire. De telle sorte que, en fait, que ce soit pour les jeunes et les parents, on s'aperçoit en fait que, ou on perçoit plutôt que la formation professionnelle comme étant une voie de cul-de-sac, et finalement, les jeunes quittent la formation professionnelle et ils n'y vont plus. Donc là, devant cette situation, et devant la situation économique qui a changé au tournant des années 80, on introduit une nouvelle réforme de l'éducation, de la formation professionnelle et technique, en faisant ce qu'on peut appeler, comme j'ai dit tout à l'heure, la professionnalisation, c'est-à-dire une autonomisation des processus de formation professionnelle et technique
et une autonomisation organisationnelle. Autonomisation sociale, parce qu'on fusionne la formation des jeunes et la formation des adultes. Autonomisation intellectuelle, parce qu'on veut revenir en quelque sorte à une division des savoirs et à une spécification des savoirs propre à la formation professionnelle et à la formation technique. Donc, on cherche en quelque sorte à recréer une spécificité des savoirs différente de la formation générale qui est analysée à cette époque-là comme étant un problème pour de nombreux jeunes. Et l'autonomisation organisationnelle, c'est que dans le cas de la formation professionnelle, on sort la formation professionnelle des écoles secondaires pour créer des centres de formation professionnelle. Voilà donc un peu pour l'histoire. L'autre élément qui rentre en ligne de compte, qui est très important, c'est la diversification de cette réforme-là, la diversification des formes d'intervention des acteurs de la formation professionnelle et technique. On continue la formation créditée, on développe des formations complémentaires, on développe la formation sur mesure pour les entreprises et pour les salariés des entreprises. On a aussi des formations créditées, non créditées, pour les personnes sur le marché de la formation technique qu'on a développée. On introduit en même temps une réforme des programmes et une réforme, en fait, des modes de construction des programmes. C'est l'ingénierie québécoise de la formation professionnelle et technique qui a maintenant une audience internationale puisque certains acteurs, dans le fond, l'utilisent pour faire des réformes dans différents pays. Voilà un peu rapidement, en fait, les grandes réformes, les grandes tendances qu'on peut retrouver. Voici quelques dynamiques sociales qui se sont manifestées au cours du temps. Une première, c'est la présence des adultes et des jeunes. Je vous disais qu'en quelque part, c'est un élément essentiel. La professionnalisation a continué en quelque sorte à s'intéresser aux adultes de façon un peu différente. Et on voit en fait très bien que la présence des jeunes et des adultes est différente en formation technique ou en formation professionnelle, où là, effectivement, la formation professionnelle est largement composée d'adultes. La moyenne d'âge est de 26 ans. Donc, vous avez des gens de 38 et des gens de 18 qui se retrouvent sur les mêmes plateaux de travail. Deuxième tendance importante, d'une certaine façon, c'est le fait que en l'espace d'une trentaine d'années et plus, la proportion de filles par famille technique a très peu bougé. Seules, en fait, les techniques administratives, on voit dans les techniques administratives un changement, et c'est essentiellement dû au fait que les programmes d'informatique sont en technique administrative, et donc la présence des garçons a augmenté, des hommes a augmenté au cours des années. Donc, pour le reste, c'est une stabilité assez importante de la proportion de filles par famille technique et par programme. Classique, les filles vont vers les occupations de soins et les garçons vers les techniques industrielles. Le dernier élément sur lequel je voulais revenir au niveau des tendances, c'est l'augmentation des passages directs entre la formation technique et la formation universitaire. On remarque que cette courbe donne en fait le taux de passage direct des étudiants et des étudiantes de 24 ans et moins entre la formation technique et la formation universitaire. On voit que depuis le début des années 80, ce passage direct en fait, a augmenté, a presque doublé en une trentaine d'années. C'est, me semble-t-il, le résultat de différents facteurs. Le premier, c'est que la formation technique est un moyen est un moment pour les jeunes de découverte de son intérêt pour un domaine technique en particulier et d'un changement du rapport éducatif qu'ils entretenaient jusqu'à l'école.
En plus, les professeurs incitent les bons étudiants à poursuivre les études et donc de leur dire « t'es bon étudiant, vas-y, continue, va à l'université plutôt que d'aller sur le marché du travail ». Le deuxième élément qui rentre en ligne de compte, c'est que les universités se sont ouvertes à l'accueil des étudiants du technique en créant des passerelles explicites. Certaines sont publiques. Il existe l'école de technologie supérieure, qui est une école d'ingénieurs qui accueille des étudiants du technique. Il existe maintenant des diplômes d'enseignement technique et des diplômes universitaires qui sont combinés, qu'on appelle des DEC-BAC, comme tel. Et il existe des passerelles privées où un département donné d'une université donnée propose une entente et une reconnaissance de crédit et d'unité de valeur aux étudiants qui proviennent d'un département spécifique, d'un cégep spécifique. Et c'est clair, en quelque part, que ces passerelles-là s'inscrivent en fait dans une course à la clientèle dans laquelle les universités sont prises depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. En conclusion, d'une part, il faut bien dire qu'il y a un visage contrasté au niveau des inégalités sociales. Les inégalités socio-économiques jouent toujours. Les inégalités pédagogiques ou éducatives jouent toujours, au moins au niveau de la formation professionnelle. Les quelques données quantitatives qu'on a sur la position socio-économique des parents par rapport au destin scolaire des élèves montrent bien que c'est effectivement pas les fils de médecins qui deviennent plombiers. Deuxièmement, c'est les inégalités de sexe sont toujours présentes dans le choix des programmes. Les filles poursuivent davantage à l'université, mais la sélection des programmes est toujours la même. C'est un système très flexible qui permet relativement facilement les reprises d'études et donc qui sont ouverts aux adultes. Et les étudiants, parce que finalement c'est beaucoup les étudiants qui ont fait le processus, les étudiants ont décloisonné en quelque sorte les études techniques vers l'université. Donc, c'est, me semble-t-il, des grandes tendances dans la dynamique même de fonctionnement de la formation professionnelle et technique. D'autre part, et c'est mes dernières paroles, je voudrais revenir en quelque sorte sur un certain nombre d'éléments sur la gestion en fait du domaine et sur les modes de régulation en présence. D'une part, sur le plan des décisions politiques, une des caractéristiques de la situation québécoise par rapport à d'autres systèmes d'éducation est la régulation conjointe de la formation professionnelle et technique entre le réseau éducatif et un réseau de développement de la main-d'œuvre qui s'est développé à la suite de la professionnalisation de la formation professionnelle et technique. Toutefois, on peut se demander si cette régulation qui se veut conjointe ne se déplace pas par certains moments vers une régulation de contrôle des acteurs économiques et des acteurs du réseau de la main-d'œuvre, à la fois sur le contenu des programmes et sur la diversité des modes d'intervention des acteurs éducatifs. Il me semble, en quelque sorte, que cette originalité d'une régulation conjointe est importante pour deux raisons, et c'est la dernière chose que je vais dire, c'est que pour moi, la planification de la formation professionnelle et technique est un travail permanent d'adaptation pour construire ce qu'on pourrait appeler, et je le mets bien entre guillemets, des adéquations qui, elles, ne seront que temporaires. En quelque part, si on n'est pas capable de travailler de façon conjointe entre les acteurs du développement de la main-d'œuvre et les acteurs éducatifs, ce travail fondamental qui continue risque d'avoir des biais comme tels. Et le deuxième élément qui me semble important à ce niveau-là de la régulation conjointe, c'est qu'il me semble qu'il faut faire la distinction entre ce qui relève des modes, des prophéties de gourous et des transformations profondes de l'économie, et d'autre part, les segmentations du marché du travail et de l'économie. Quand on est
dans le développement de la main-d'œuvre, quand on est en formation professionnelle, vous le savez probablement autant que moi, on n'est pas face à une économie, on n'est pas face à un développement du capitalisme comme tel, on est face à des entreprises qui ont des niveaux de développement technique, des niveaux d'économie et qui fonctionnent sur des régulations économiques complètement différentes et avec lesquelles il faut composer. Je pense que c'est pour ça qu'en quelque part, la question de la régulation conjointe, du point de vue des acteurs et des politiques publiques, est un élément important. Et comme je dis, par moment, je n'ai pas le temps de l'explorer parce que déjà le mot fin est indiqué depuis une minute. Donc, pour moi, effectivement, cet enjeu de distinguer entre régulation conjointe et favoriser ce type de régulation me semble tout à fait important. En même temps, il faut faire évoluer les régimes de régulation, de formation des compétences et des qualifications. Je vous remercie beaucoup de votre attention.